Claude Georges, président de la communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges, formulait fin janvier ses vœux, les premiers pour le président élu en juillet 2022. Quel premier bilan? Que va-t-il se passer dans les semaines et mois qui viennent? On fait le point avec le président qui nous a reçus pour l'occasion dans son bureau. Il y a quelques jours, vous formuliez vos vœux, vos premiers au titre de président de la communauté d'agglomération de Saint-Dié, puisqu'élu en juillet 2022. Quel bilan vous faites de ces premiers mois à la tête de l'agglomération ? Merci de poser cette question. Elle me fait plaisir. Qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que ça a été mouvementé parce qu'il a fallu quand même recréer. Il y a deux structures. Avant, il y avait véritablement une structure. Il y avait un chef de ligne, David Valence. Il était maire de la grande ville, il était président et il était vice-président de la grande région. Aujourd'hui, on est deux structures. On a Bruno Toussaint à la ville, Claude Georges à l'agglomération. Donc il a bien fallu quand même remettre en place des exécutifs différents, quoi. Le bonheur, c'est que professionnellement avec Bruno, on s'entend merveilleusement bien. Donc il n'y a aucune difficulté déjà entre les hommes. Ce qui fait que il est important que la grande ville et l'agglomération restent quand même, et heureusement, en étroite collaboration. L'agglomération porte le nom de Saint-Dié, c'est pas le fruit du hasard. Lorsqu'un investisseur viendra de Paris ou d'ailleurs, il passera toujours par Saint-Dié. Et il est important que les deux hommes s'entendent à merveille. Il y a un message quand même parce que on est passé d'un président on va dire omniprésent ville comme d'agglo, vous êtes quand même aussi maire de Saint-Rémy, donc plutôt d'une commune rurale. Ça a peut-être rassuré aussi les autres maires des communes rurales qui se sentaient peut-être un peu... C'est vrai. Plusieurs choses peuvent les rassurer. J'ai déjà fait ce que j'avais dit. J'avais dit je prendrai le temps de revoir mes différents mandats et puis vraiment de me consacrer sur l'agglomération. Donc depuis le mois de juillet, j'ai abandonné deux mandats. J'étais vice-président de chez Evodia, aux finances d'ailleurs. C'est un syndicat départemental qui gère la gestion des déchets ménagers. Donc c'était prenant, c'était intéressant. Donc ça, j'ai donné ma démission. J'ai été remplacé par le vice-président. J'ai fait en sorte que le vice-président à la gestion des déchets ménagers de l'agglo soit le vice-président, je dirais, chez Evodia. Et j'avais aussi une grosse responsabilité qui me plaisait énormément d'ailleurs. J'étais président du syndicat des lacs d'aménagement de Pierre-Percé. Pour mission de redresser les finances, ce qui a été fait. Je pars serein et rassuré. J'ai réussi à remettre de l'ordre financièrement. Et aujourd'hui, mon remplaçant, qui est Benoît Piral, maire d'Oran-l'Étape, n'a plus qu'un seul souci, c'est dépenser l'argent que nous avons engrangé, je plaisante. On a un très gros projet de développement. C'est une carte touristique d'entrée de territoire. C'est une perle, c'est une niche, il faut qu'on la conserve. Donc tout a été fait. Donc effectivement, mais ça rassure mes collègues, et j'ai plus facilité, j'ai pas trop de difficultés. Au contraire, pour aller vers eux vers moi. Lorsque vous êtes maire d'un petit village de 500 habitants, vous comprenez, on a le même langage. On a les mêmes préoccupations du matin, du soir, dans la nuit. Donc on se parle, ça se passe très très bien. Mais est-ce que vous aviez une petite appréhension quand même de reprendre le flambeau de la présidence, ou vous étiez plutôt serein sur l'idée que ce que vous vouliez en faire? Non, faut être humble dans la vie. Non, pour moi c'était une très grosse marque de confiance. Je dirais, au départ ça a été très angoissant de voir comment j'ai été élu à cette présidence, sachant que les enjeux sont compliqués. On le sait très bien, il y a à peine élu en juillet-août, dès septembre il a fallu attaquer les trois grands axes qui étaient en attente. Ça faisait 6 mois qu'on les avait mis en attente à cause de la période française, électorale et autres. Les élus n'étaient pas très disponibles pour pouvoir continuer à avancer sur les 3 grands axes majeurs qui sont la gestion des déchets ménagers, l'eau et l'assainissement, compétence qu'on a pris depuis 2020, et le PUIH. Dans tout ça, ça avait été mis entre parenthèses. Donc effectivement, ça aurait été un peu... Franchement, ça n'aurait pas été raisonnable que de prendre ça d'une façon insouciante. Donc oui, effectivement, j'ai angoissé, et j'angoisse encore, mais je pense que mes collaborateurs ne sentent pas trop cette angoisse. Je fais tout ce qu'il faut pour qu'ils le sentent le moins possible. Donc, on a travaillé d'arrache-pied depuis septembre, donc ça fait quand même 4 mois. Il y a 3 axes qui ont été... On ne rattrape pas le retard, mais on s'y attelle quand même. Sur la gestion des déchets ménagers, après un long débat de concertation des élus, à 66%, les élus ont décidé qu'on passerait en janvier 2024 en redevance, ce qui est un choix important, où il y a la taxe, où il y a la redevance. Donc ça sera sur l'ensemble du territoire la redevance. Et là, toute l'année 2023, on va déployer les investissements, l'enquête publique.
auprès des abonnés pour dimensionner les conteneurs, dimensionner le nombre d'habitants à gérer. Parce que vous ne pouvez pas vous fier à ce qui existe aujourd'hui sur les conteneurs et tout ça, vous mettez à jour un peu. On est obligé, totalement, puisque déjà les territoires avaient des conteneurs différents. Comme on va être en redevance incitative, on va payer au volume levé pour le démarrage. Après, dans les années à venir, on passera peut-être à la pesée. Mais ça veut dire que pour une équité, une famille de 4 habitants devra avoir un certain volume. Et toutes les familles de 4 habitants devraient avoir un volume identique pour qu'il y ait une équité dans le prix de la redevance. Quoi. Je sais que vous avez bénéficié d'1 an supplémentaire de mise en route. 2 ans avec le Covid. Ouais. Logiquement, ça aurait dû être 2022, et là maintenant c'est le 1er janvier 2024. Donc ça c'est très difficile, mais il n'y a pas que les conteneurs, il y a aussi des investissements à préparer, c'est-à-dire l'accès aux déchetteries pour faire en sorte que les artisans, les habitants soient traités de façon équivalente, mais que chacun paye les déchets qu'il va amener, quoi. Parce que l'un des objectifs, c'est d'harmoniser finalement différents systèmes qui étaient en place sur le territoire. C'est ça, c'est de choisir un seul système et puis d'essayer de l'étendre le plus rapidement possible sur l'ensemble du territoire. Donc c'est un vaste sujet, d'autant plus qu'il va falloir, en 2023, je parle juste des déchets ménagers, il va falloir décider des règlements de fonctionnement, d'exploitation, règlements de facturation, règlements de police. Donc c'est des gros chantiers, on travaille dessus. Et puis il va falloir décider, puisqu'en redevance vous avez une part fixe et une part variable. Donc ça veut dire que ça c'est des gros sujets financiers, donc c'est encore des gros chantiers amenés en 2023. Et le prestataire du coup ce sera Evodia ? Non, pas du tout. Non. Ça risque, en tout cas au démarrage, d'être comme on est aujourd'hui, une part en prestation. Par exemple, actuellement, nous, on a Suez en prestataire sur le territoire, mais ça, c'est des marchés. Donc, je ne dis pas que ça sera toujours lui. Et puis, il y a une partie en régie, c'est-à-dire on a du personnel. On a du personnel qui est dédié à cette compétence. Et donc là, le porte-à-porte, que les habitants comprennent bien, il va falloir répondre à leurs besoins, ce qu'ils ont besoin aujourd'hui et demain en termes de containers, c'est un peu ça. C'est ça, c'est en fonction, oui, il y a des critères, il y aura je crois de mémoire 120, 240 litres, et ça sera en fonction du nombre d'habitants, je dirais, dans le foyer. Quoi. Et l'enquête va être lancée L'enquête va être lancée là, très, très rapidement. Elle est sous-traitée par des gens dont c'est leur métier. Il va y avoir 25 enquêteurs sur l'ensemble du territoire. Il va y avoir du porte-à-porte. Donc tout ça, il y a une communication qui va être mise en place. Tout le monde sera prévenu avec des enquêtes qui peuvent s'apparenter un peu au recensement, si vous voulez. C'est ça qui est... Voilà. C'est recenser les besoins aujourd'hui pour... Puis le deuxième grand sujet, si je peux me permettre, c'est l'eau et l'assainissement. Donc il nous a fallu, dans le dernier trimestre 2022, pareil, rattraper un peu tout ce qu'on n'avait pas fait. C'est-à-dire il a fallu fixer le prix de l'eau pour l'année 2023. Donc ça a été un gros travail de concertation, d'information. Ça, c'est ma façon de faire, quoi. On passe beaucoup plus de temps en amont à discuter et échanger par forme de groupe de travail, commission, conférence des maires, et la part délibération, c'est pour moi important, bien sûr, mais c'est une conséquence, c'est la fin, quoi. Lorsqu'on en est là, il y a eu un gros travail en amont, quoi. Donc on a travaillé sur les tarifs 2023 et on a statué sur une augmentation de 6% qui correspond pour l'instant uniquement à l'inflation. Et pour être je dirais, transparent et honnête par rapport aux différents habitants et aux différentes communes qui avaient les efforts qui avaient été faits précédemment. On a 3 seuils d'augmentation en fonction du prix de l'eau. C'est-à-dire on n'a pas décidé d'augmenter 6% brutalement. Les communes qui avaient déjà fait l'effort d'avoir des prix de l'eau assez hauts, ça ferait une grosse somme fois 6%. Donc on a gradué en tarifs. De mémoire, pour les habitants qui sont en dessous d'€1, le prix de l'eau au mètre cube, assainissement ou eau, il y a 2 taxes, seront augmentés de 15 centimes. Ceux qui seront entre 1€ et 1,75€ seront augmentés de 10 centimes. Et ceux qui avaient fait l'effort d'être à des prix adaptés aux investissements, de plus de 1,75€, ils seront à 5 centimes. Ce qui fait que ça nous fait une augmentation qui tient compte des efforts précédents réalisés. Parce que là aussi, il y avait différents systèmes sur le territoire. Il y a 77 systèmes. Ah oui. Dans la gestion des déchets ménagers, il y avait 6 collectivités, 6 systèmes. Dans la gestion de l'eau,
et de l'assainissement, bon, de l'eau, je vais dire plutôt, parce que tous les villages ne sont pas d'assainissement collectif. Mais dans l'eau, il y a 77 communes, il y a 77 systèmes. Sur le quotidien des habitants, il y a aussi le maillage des maisons France Service. Ça, c'est quelque chose qui dépend aussi de l'agglomération. Oui. Ça, c'est très important pour nous. Hein. Parce que la vocation primaire, quand même, de l'agglomération, c'était à destination du public. Hein, c'est notre existence, la raison d'exister, c'est le service public. Et le service public, entre autres, en fait partie, il n'y a pas que ça, mais les maisons France Service, c'est très important. Donc on a décidé, avec le travail fait par les équipes, hein, je dirais les équipes et la vice-présidente en charge de ce dossier, d'accentuer notre effort pour 2023. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les maisons France Service permanentes, hein, parce qu'on a plusieurs types d'accueil. On a les maisons de référence. Ensuite, on a des accueils intermédiaires, et puis après, on a de l'itinérance. Actuellement, en 2022, on était à 24 heures semaine d'accueil donc des habitants. Là, on recrute 2 personnes, donc c'est quand même un choix, hein, c'est quand même une volonté. On recrute 2 personnes pour passer à 31 heures semaine dans les sites principaux. Et pour les sites intermédiaires, on va passer systématiquement à 15 heures semaine. Ce qui n'était pas le cas non plus. Donc, et après, on a ce qu'on appelle les sites itinérants. Et encore en 2022, on avait des zones blanches où il fallait vraiment que dans les zones isolées, les gens se déplacent pour aller vers les lieux je dirais existants, quoi. Donc là, l'itinérance, également, on élargit énormément. Et alors, en fait, la Maison France Service, c'est un portail de services qui sont soit nationaux, soit comme les sacs jaunes, ce genre de choses, quoi. Les maisons France Service, en fait, c'est une volonté de l'État de se rapprocher, je dirais se rapprocher des habitants en faisant différemment, quoi. Donc ça veut dire que c'est nous qui reprenons le relais. Et en partenariat avec les administrations quand même. Attention, on n'est pas seul. Hein. Nos intervenants sont formés, mais on a par des périodes dans la semaine, il y a des accueils pour tout ce qui sera finance. Hein, par exemple, les déclarations de revenus, hein, dans les moments chauds où c'est les déclarations de revenus, ben là il y aura des partenariats, ils viendront sur place, la CA viendra sur place, Caisse de retraite peut venir sur place, c'est ça. Donc c'est un trait d'union. Ouais, c'est ça, c'est un trait d'union et ça marche pas si mal que ça. En 2022, nous avons traité 33 000 dossiers, 33 000 demandes. C'est significatif quand même. Hein. Ouais. Hein, on est une population de 75 000 habitants. Donc, ça s'adresse aussi aux gens qui n'ont pas forcément la facilité ou l'accès à Internet. Donc, on est là pour les aider, les remplacer, les aider à monter un dossier, à remplir une demande. Voilà. Et donc 2 agents supplémentaires. Là. Voilà, c'est notre volonté, 2 agents supplémentaires. C'est significatif. Hein. Et on a inauguré en 2022 une nouvelle maison France Service à Fraisse, par exemple. C'est quand même important. On parle d'inauguration. En 2023, il y a 2 inaugurations qui vont arriver là dans les quelques semaines. Il y a le pôle d'échange multimodal à la gare de Saint-Dié, qui est un atout majeur pour Saint-Dié. On en est où sur on est en fin de chantier là? On est en fin de chantier, oui. Et il était demandé parce que lorsque vous vouliez prendre le train pour partir en TGV de Saint-Dié à Paris, vous ne saviez pas où vous garer. On voit aujourd'hui le pôle multimodal en théorie il n'est pas ouvert, mais en fait il est pratiqué puisque le parking est plein en permanence tous les jours, quoi. Donc un pôle multimodal en fait c'est la liaison. Des points majeurs. Donc il y a un point pôle multimodal à Saint-Dié qui s'ouvre. Il y a celui de Rang qui va démarrer. Les travaux démarrent en février, mars, là, incessamment. C'est une histoire de timing avec les réseaux ferrés de France. Hein, toujours, c'est pas compliqué, mais c'est une grosse machine. Mais les crédits sont là, les plans tout est acquis, quoi. Donc les travaux vont démarrer à Rang-l'Étape pour des montants de 620 000 euros. Voilà, et 3,4 millions quand même pour Saint-Dié, donc c'est pas anodin. Mais c'est le maillage de la mobilité sur l'ensemble du territoire. Vous pouvez y arriver en voiture, en bus. Nos réseaux d'interconnexion vont s'interconnecter par rapport au pôle multimodal et plus. Hein. La mobilité douce aussi, puisque à Saint-Dié, il y a des garages pour recevoir les vélos électriques, vélos traditionnels. Donc c'est vraiment le maillage du territoire. Et c'est aussi une porte d'entrée quand on arrive du train sur la ville. Exactement. Donc tout le quartier a été vraiment
changé en profondeur. Il était vraiment, véritablement, c'est vraiment un quartier qui est aéré, qui est facile d'accès maintenant, où on sait s'arrêter, où on sait se poser, on sait facilement redémarrer. Ça sera pareil pour Orlétap. C'était déjà plus facile, mais quand même. Et où on apprendra de mémoire le nom des vents sur le parking, je crois. Exactement. Il va falloir que je me gare là-bas. Moi aussi. Et autre inauguration attendue aussi, c'est donc la Boussole. La Boussole, oui. La Boussole qui médiathèque et point d'accueil touristique. Qui est la tête du réseau Escale, donc c'est-à-dire la lecture publique. Et effectivement, on remet, comme on l'avait fait à plein fin, puisqu'on a recréé un office du tourisme intercommunal digne de ce nom, on remet enfin le personnel de l'OTI, de l'office du tourisme intercommunal, dans des locaux dignes de ce nom, avec un accueil digne de ce nom. Ça va vraiment être... C'était indispensable. Et d'ailleurs, j'en profite, on remet en état le dernier OTI qui n'était pas en état, celui de Senon. Voilà. Donc, ce qui fait que déjà, tout ce qui est bâtimentaire, fin de cette année, on devrait être bien... Il y a des dates pour les 2 inaugurations ? On essaye, oui, je pense qu'avril sera vraiment le mois où on pourra ouvrir. Bon, les agents sont prêts, ils s'impatientent, mais on essaye quand même de capter pour l'inauguration des personnalités importantes. Donc, ce qui veut nous permettre... les calendriers, Voilà, c'est des calendriers, mais sinon, oui, cette fois-ci, on va y arriver. On va y arriver. Tout est déjà en place, c'est vrai, dans la médiathèque. Tous les ouvrages, les fonds, à un moment donné, ils étaient en transfert. Tout est pratiquement. Et on est en train de démarrer le tiers-lieu, la salle de coworking, l'imprimante 3D, ça c'est en train d'être mis en place. Les jeux virtuels pour les enfants et moins. Il n'y a pas que les enfants qui vont jouer à ça. Donc tout ça, c'est en train de se mettre en route. Il faut que tous nos 22 agents s'approprient déjà tous ces logiciels, ces jeux, pour être à la hauteur le jour de l'ouverture. Donc l'ouverture de l'inauguration se fera sur un samedi et un dimanche. Vraiment une ouverture au public du week-end. Voilà, donc je pense qu'on va faire de cet événement une belle fête. Qu'est-ce que vous pourriez dire encore, qu'est-ce que vous souhaitez dire encore pour 2023 ? Je ne sais pas, des attentes ou des chantiers qui sont en cours ? Il y a tellement de choses, il faut choisir, quoi. Donc, il y a le château de Pierre-Percé, on attend le dernier top pour la phase 2. Donc la phase 2, ça va être... La phase 1, c'était la consolidation. Consolidation, renforcement, je dirais des roches, l'accès, toutes ces choses-là, ça a été fait. La tour. Là maintenant, ça va être le côté ludique, le côté accueil du tourisme familial. Donc ça va être mettre en sécurité et les escaliers pour y accéder, le tour de la roche, avoir créé des points de, comment dirais-je, visuels de paysage qui vous donneront sur le lac, sur le village. Ça, c'est la phase 2. Donc la phase 2, on a déjà mandaté, on a un architecte et on attend encore une réponse pour avoir, on espère arriver à 80% de subvention, et après on lance les travaux. Ça, c'est aussi une belle chose. Il y a la reconstruction de la Halière, c'est triste, mais... encore oui, encore. C'est la deuxième fois. Elle est reconstruite à chaque fois. Ah ouais, mais bon, on va croiser les doigts, on mettra ce qu'il faut pour qu'au point de vue sécurité, elle soit sous contrôle. Je veux dire, donc on mettra certainement la technologie high-tech qui va bien. Ça sera dans les investissements. Qu'on se le dise, ça c'est important parce que c'est quand même une richesse. Elle était magnifique cette scierie. Donc ça c'est prévu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? À quoi je pourrais penser ? Vous avez la compétence économie aussi sur le... Ah oui. Et là, en termes d'entreprise, d'emploi, il y a des choses qui vont... Il y a, bien sûr, il y a ce que le collègue Bruno a annoncé, mais c'est de la compétence de l'agglomération, puisque c'était l'agglo qui est vendeuse des terrains, par exemple, sur la zone d'Alliole, pour l'avenue d'Oreste. D'Oreste, maintenant... Encore de plusieurs centaines d'emplois, là. Oui, on peut en parler un peu. Il fut un temps, pendant longtemps mois, on avait c'était tout à fait légitime. Il ne fallait pas faire une publicité inutile sur des métiers de la joaillerie. On comprend aisément pourquoi. Donc là, maintenant, il est en pleine construction, ça avance très bien, et effectivement, l'objectif, c'est d'aller à 300-400 emplois quand même. Et on a également Origan, qui était également un autre joaillier, fabrication sur le territoire, qui n'est pas très loin d'ailleurs l'un de l'autre, qui lui-même va doubler sa capacité aussi. Donc ça serait une centaine d'emplois. Donc ça, c'est prometteur. Ensuite, nous, on travaille avec le département des Vosges sur la filière bois.
et on travaille sur la zone de Remomex, la zone artisanale commerciale de Remomex. Donc l'idée, c'est d'avoir un investisseur connu qui développerait la fabrication du lamellé-collé croisé, et tous les dérivés qui vont avec. Donc ça, je peux difficilement en dire plus parce que c'est vraiment qu'un projet qui est partagé avec le département des Vosges pour trouver des solutions pour l'implantation. Mais il y aurait des gros projets aussi de développement dans ce domaine-là avec ce que j'appelle les dérivés. Dérivés qui sont des menuiseries bois, fenêtres, portes, qui sont également, je dirais, du Lego, c'est-à-dire des parois tout préfabriquées avec de l'isolé en série à partir de biosourcés. On est vraiment dans du virtueux. Voilà. Donc ça, c'est des projets que je pourrais parler, je dirais j'espère courant 2023 plus sérieusement. Ça, c'est des pistes. C'est des pistes. On va guetter les pistes. En attendant, je resterai disponible. Merci avec Bruno, bien sûr. Merci d'avoir répondu aux questions. Et puis, on se reverra sûrement pour les différentes inaugurations. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Et surtout, j'invite déjà tous les habitants à venir. Ouais. Ça sera un moment de bonheur. Et pour communiquer, d'ailleurs, vous avez notamment les réseaux, page Facebook. La communauté d'agglomération publie régulièrement des informations aussi. Tout à fait. Voilà. Merci. C'est moi. Merci beaucoup. Au plaisir.